Ok, bah alors merci Sandra de te rendre disponible pour cet événement. Cap sur la rentrée. Quel cap pour ma rentrée professionnelle? Nous allons donc avoir une petite conversation, un échange autour de ce thème. J'invite du coup toutes les personnes qui sont connectées. Pour l'instant, Camille et aussi celles qui nous rejoignent à ne pas hésiter à marquer vos questions dans le chat. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et donc, pour commencer, peut-être une petite présentation de Ada Tech School qui organise cet événement. Donc, Ada, c'est la première école d'informatique féministe qui est ouverte à toutes et à tous. C'est une école sans prérequis techniques, pas de test à l'entrée pour apprendre à coder, à créer avec le code dans un cadre qui est ouvert, bienveillant et inclusif. Il faut savoir qu'il n'y a que 10% de femmes développeuses aujourd'hui dans la tech. Et nous souhaitons faire évoluer ce chiffre, essayer d'atteindre la parité. C'est la raison de la création de cette école et de la formation que nous proposons. En ce mois de septembre, mois de rentrée, nous avons tous une to-do list incroyable de choses à faire. On a choisi du coup de faire cet événement à propos du cap à se donner à la rentrée, non pas pour sortir avec une liste de bonnes résolutions, mais plutôt pour comprendre où on va, se poser les bonnes questions et ensuite choisir ses priorités, ses combats, où mettre son énergie. La question est d'autant plus importante pour les mamans qui ont de multiples agendas à gérer. Et nous avons invité pour cet événement Sandra Filodo, qui a créé le podcast Les Équilibristes, pour nous donner des moyens pour se fixer un cap. Sandra a un profil dans lequel peut-être vous vous reconnaîtrez. Elle est mère de 2 jeunes enfants et elle a l'ambition de tout choisir. Son podcast est l'occasion de poser la question de la cohabitation de l'ambition professionnelle avec l'ambition personnelle. C'est un sujet primordial et en perpétuelle redéfinition. Nous avons choisi d'inviter Sandra pour témoigner sur ces thèmes, pour plusieurs raisons. Déjà, nous, dans notre école, nos apprenantes sont aussi mamans pour certaines. Et il est important pour nous de montrer qu'on peut faire une reconversion professionnelle, qu'on peut devenir développeuse à n'importe quel moment de sa vie, y compris après la maternité. Et qu'il est important de montrer comment concilier une carrière de développeuse avec une vie personnelle, qu'on soit maman ou pas finalement. Ada Tech School se bat pour l'inclusion. Et bien souvent, la question de la maternité, elle est liée à des discriminations, à de fortes inégalités hommes-femmes, et nous souhaitons les combattre. Sandra, peut-être que tu pourrais te présenter, nous parler de toi et de ton parcours dans un premier temps. Et je te laisse la parole. Oui, volontiers. Merci beaucoup, Morgane, et merci à l'équipe pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là à échanger ce soir. Oui, tu l'as dit, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 petits, de 7 ans et 3 ans et demi. Mais mes propos ce soir, ils s'adressent vraiment à tout le monde, quoi. C'est des sujets qui se sont posés à moi de manière très forte quand je suis devenue maman. Ouais. Parce que mon ambition professionnelle s'est retrouvée confrontée à une ambition personnelle que je n'avais pas imaginé vivre comme ça. Je ne m'attendais à rien avec cette maternité. Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ça me bouleverse autant, en tout cas, et à ce que ça... est-ce que ça rebatte autant les cartes? Donc, le podcast, il est vraiment né de ça, de cette envie d'entendre les coulisses de la vie de ces femmes et de ces hommes qui jonglent avec beaucoup de choses et qui, pour autant, n'ont pas envie de renoncer à leurs ambitions professionnelles et qui n'ont pas non plus envie de rentrer à 23h tous les soirs et de jamais voir leurs enfants. Voilà, donc le podcast est né comme ça. Mon histoire pro, c'est aussi une histoire de reconversion, pas du tout dans la tech, mais moi, j'ai fait des études dans une école de commerce, j'ai fait toute ma carrière en marketing. Et puis, suite à une promotion, j'ai eu une super promotion à mon retour de mon premier congé mat, dont j'étais hyper heureuse et ravie et j'ai appris des tas de choses. Et ça s'est retrouvé. Ouais, super bonne nouvelle. Oui, tu vois, on parlait de discrimination tout à l'heure. Pour le coup, j'ai pas du tout vécu ça. J'ai vécu l'inverse. On m'a appelé pendant mon congé mat pour me dire viens prendre ce poste. Mais pour autant, à un moment donné, tous les déplacements, toutes les sollicitations, toutes les semaines à recevoir du monde, etc. J'ai trouvé ça dur, quoi, de suivre le rythme, d'être la professionnelle qu'on attendait de moi, à savoir quelqu'un d'extrêmement disponible. Mes collègues, mes homologues, c'était des hommes beaucoup plus âgés, dont la femme n'avait jamais travaillé. Enfin, ils vivaient des trucs complètement différents de moi. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, mais cette idée d'être entourée de gens qui te ressemblent, moi, c'était pas du tout mon cas. Et c'était difficile d'être la seule jeune maman, la seule femme. Comprise par tes homologues.
Ouais, pas du tout. Et puis, et on me l'a dit très clairement, il y a une RH qui m'avait dit, mais tu sais, t'es pas obligé de choisir, t'es pas obligé de dire oui au poste, hein, tu peux dire que tu préfères t'occuper de ton fils. Et je dis là, mais en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment je fais les deux, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est comment, en pratique, dans ma vie, au quotidien, je mets en place quelque chose pour que ça fonctionne et non pas à faire un choix, peut-être. Ouais, exactement. Donc voilà, donc j'ai quitté ce poste-là et j'ai commencé une longue reconversion qui, je pense, sera jamais terminée parce que maintenant j'ai une vision très très différente de la vie professionnelle. Ok. Là-haut, en sortant d'école, j'avais une vision hyper linéaire et je cherchais vraiment, tu sais, on parlait de ce côté aussi un peu bon élève où tu veux prouver que tu es capable, que ton CV ressemble à quelque chose qui est acceptable pour des recruteurs, qui est rassurant. Suivre un chemin de carrière qui est cohérent, qui fait sens. Cohérent. Exactement, cohérent de l'extérieur pour un potentiel recruteur. Maintenant, je vois la carrière plus comme une suite d'expériences et de projets qui correspondent à des envies, à des besoins à un certain moment donné. À des moments donc, aussi, peut-être des moments de vie où tu es peut-être plus disponible qu'à d'autres pour tout à fait. Certaines missions, certaines activités. Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai lancé le podcast comme ça, avec l'envie très, très forte d'entendre les histoires des autres. Que je trouvais, tu vois, j'ai commencé à découvrir le format podcast beaucoup aux États-Unis, et puis aussi en écoutant Génération X, Dessiam, Djibril, ou La Poudre de Lorraine Bastide, enfin, beaucoup d'histoires de femmes. Et j'avais envie d'entendre les coulisses de ce qui se passait pour ces femmes qui conjuguaient plein de choses. Et puis petit à petit, le podcast est devenu des missions dans des entreprises. Après, j'ai pris un poste à temps partiel pour garder le pied en entreprise aussi, continuer à manager des équipes, etc. Avant de, en janvier, me consacrer à temps plein au podcast et à mon entreprise Crunches Cultures, avec laquelle j'accompagne les entreprises sur les questions de l'adaptabilité du travail, de la flexibilité du travail. Donc finalement, tu es passé dans ce côté accompagnement et justement pour aider les entreprises, du coup, plutôt côté entreprise, à mettre en place des mesures qui permettent de trouver cet équilibre, aider leurs employés là-dedans. Exactement. Face au constat qu'en fait, et on en parlera certainement après, mais en fait, on a tendance à traiter la question de l'équilibre de vie d'un point de vue très individuel, comme si c'était un sujet d'individu, surtout de femmes d'ailleurs. Hein. C'est souvent, on a l'impression qu'on est toute seule à devoir faire face et faire front. Et en fait, la vérité, c'est que ce n'est pas du tout un sujet individuel, c'est un sujet collectif dont l'entreprise doit s'emparer. Et le Covid a été un accélérateur incroyable par rapport à ça, parce que les entreprises ont tout d'un coup vu que les gens avaient une vie en dehors du boulot et que donc elles ne pouvaient pas continuer à mettre des œillères et se dire ce qui se passe en dehors de tes horaires de boulot, ça ne me concerne pas. En fait, si. Ça s'est mélangé en fait dans cette période-là, c'est devenu visible. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vrai que ça a dû être un grand chamboulement. C'est intéressant, du coup, peut-être qu'on y revienne sur le côté entreprise et en quoi ça a changé et comment aujourd'hui, justement, tu vois ça. Si on commence un petit peu par cette période de rentrée, pourquoi, en fait, se fixer un cap, c'est quelque chose d'important? Parce que si on ne fixe pas, il se fixe tout seul. En général, ce n'est pas comme on a envie. Ce n'est pas ce dont on rêve. Ok, donc l'idée, c'est de reprendre la main sur le cap qu'on fixe. Exactement. En fait, si on ne se fixe pas de cap, les choses, la nature a horreur du vide. Donc quand on n'est pas intentionnel dans ce qu'on fait, l'agenda, il se retrouve très vite rempli tout seul. On se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire ou à ne pas faire des choses qu'on a très envie de faire, mais qu'on ne s'autorise pas. Et donc, c'est cette idée d'être c'est le mot que je vais employer tout le temps, qui est mon obsession, c'est cette notion d'intentionnalité. Et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Oui, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de vivre? C'est quoi la vie qui fait que je me sens bien? Alors, quand je dis bien, c'est pas dans une vision un peu romantique, idéalisée de tout va toujours hyper bien, c'est génial. C'est pas du tout ça, parce que ça peut aussi se concrétiser au prix d'un confort qui peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, avoir un cap hyper clair sur c'est quoi, ça ressemble à quoi ma vie qui me rend heureux, ma vie riche. J'aime bien parler de vie riche plutôt que de parler d'équilibre de vie. Et voilà, c'est quoi la vie riche qui me va bien sens comparé. C'est quand même une grande question, ce cap et cette vie riche vers laquelle aller. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qui est important pour soi, ce qui est constitutif de cette vie riche, justement? Tu aurais
je ne sais pas, peut-être des conseils pour déterminer ce qui est important pour soi, ce qui est important en ce moment pour un certain horizon peut-être? Mhm. Souvent, on le sait assez instinctivement et assez intuitivement, mais on a plutôt tendance, le cerveau rationnel a tendance à faire taire tout un tas de choses et à mettre de côté. Il y a un exercice que je trouve génial pour s'aider là-dedans, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui s'appelle la cible des valeurs. C'est un exercice d'un psychologue suédois, Tobias Lundgren, qui a déterminé ce... En gros, c'est une roue, c'est vraiment une cible, quoi, et avec différents domaines de vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas le pro et le perso. Tu vois, c'est vraiment, il y a plein de domaines. Il y a les relations, il y a le travail et le fait d'apprendre, parce que typiquement, c'est des choses qui doivent parler aux participantes au programme ADA, parce que voilà, on a aussi besoin de se nourrir comme ça. Enfin, il y a plein de domaines. Et l'idée, c'est d'aller identifier les valeurs qui sont importantes pour soi. Donc, il y a plein de listes de valeurs sur Internet. Donc, on identifie celles qui nous parlent le plus et ensuite, on évalue notre niveau d'accomplissement, de satisfaction de ces valeurs-là. Par exemple, si je me rends compte que la valeur de la générosité est super importante pour moi dans la vie sociale, et que j'ai jamais le temps d'aller tu vois, être active dans une asso ou d'être bénévole dans je sais pas, le truc de foot de ma fille, ou enfin j'en sais rien. Et que je fais cet exercice-là, je me rends compte qu'il y a un gap en fait. Il y a un gap entre ce qui est super important pour moi et concrètement ce que je mets en œuvre au quotidien. Donc, ce que tu mets en œuvre, le temps que tu y passes. Exactement. En fait, identifie du coup les valeurs et après la question c'est en pratique du coup aujourd'hui, est-ce que je fais ce qu'il faut et je suis assez nourrie dans le temps que j'y passe pour que ces valeurs soient nourries et appliquées dans mon quotidien, quoi. Ouais, exactement. Et l'avantage de l'exercice, c'est que, comme je te disais, souvent, on sait les choses assez intuitivement, mais on dégage pas du temps pour aller se poser ces questions-là. On se demande jamais, tu ne te réveilles pas le matin en disant, tiens, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie de faire et quel est mon cap. Donc, c'est aussi, tu vois, tu te prends 2 heures un après-midi. C'est un cadeau que tu te fais. Ah bah super Camille, c'est drôle ça. C'est grâce à un test de valeurs que j'ai connu à Datex. Excellent. Bon bah voilà, tu vois comme quoi. Et, Ça parle bien. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un cadeau à se faire et c'est un truc à refaire régulièrement. Tu vois, je le fais régulièrement dans des ateliers que j'anime et à chaque fois, je le refais pour moi aussi. Puis tu vois toujours des choses un peu différentes et ça permet de visualiser. Et de vraiment, il y a des moments, il y a des choses qui te sautent aux yeux, quoi. Tu dis, ah bah oui, c'est pour ça que je ne me sens pas hyper bien en ce moment. Il est là le décalage. Donc ça, c'est une première étape. Après, il y a plein d'autres choses à explorer. Ok, d'accord. Ça, c'est une première étape. Du coup, donc, tu prends ce moment, notamment là, par exemple, en cette période de rentrée, c'est aussi le moment où, en général, on se fixe notre agenda, où on inscrit nos enfants, où on s'inscrit nous-mêmes aux activités qu'on a vraiment envie de faire pour l'année. C'est un peu les moments où on s'engage dans toutes ces activités-là. Et du coup, c'est le bon moment pour se poser les questions de ce qu'on veut et de ce qui nous correspond. Est-ce que une fois qu'on a fait ça, on s'est fixé un cap, on sait ce qui est important pour soi, on a identifié les gaps éventuels, choses qu'on ne fait pas assez. Tu donnais par exemple tout à l'heure l'exemple de s'investir dans une asso. Comment est-ce que on met ça en pratique? Comment, dans un agenda qui est peut-être déjà chargé, on avance là-dessus et on le met en pratique? Est-ce que tu as des petites pistes par rapport à ça? Est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut en parler? Ouais, tu fais bien d'insister sur cette idée de communication parce que je pense que, encore une fois, je rejoins mon idée tout à l'heure que la notion d'équilibre ou en tout cas de mener une vie qui nous fait du bien, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a l'entreprise, on en reparlera peut-être, mais il y a aussi l'entourage. Et faire cet exercice permet aussi d'identifier les sujets qu'on peut aborder avec son entourage, tu vois, son conjoint, sa conjointe, sa famille, la nounou, les voisins, enfin les copines, tout notre village, notre écosystème qu'on peut embarquer là-dedans. Donc ça permet d'avoir des conversations importantes. De peut-être les inclure dans certaines activités ou à l'inverse de justement poser le fait que cette activité-là, j'en ai besoin pour moi, ou juste de déterminer qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins que son conjoint, par exemple, et qu'on ne fera pas tout ensemble et qu'on s'organise là-dessus. Ouais, exactement. Mais en fait, tu vois, quand tu disais tout à l'heure l'agenda qui se remplit et tout, l'idée, c'est aussi que l'agenda, il se remplisse en conséquence de ce qu'on a identifié là versus ce qu'on évoquait au tout début, se remplir parce qu'il va se remplir. Enfin, il y aura toujours des sollicitations, des choses et qu'on n'a plus de temps. Et donc, c'est d'être, encore une fois, hyper intentionnel dans
bah, tiens, moi, c'est mon cas là, et tu vois, le cordonnier m'a chaussée, et ça fait une semaine que je dois regarder les cours de danse autour de chez moi pour m'inscrire aux cours de danse parce que je sais que ça me fait du bien. Donc, et après, organiser la vie autour de ça versus les miettes, quoi. Récolter les miettes. Donc ouais, avoir cette conversation-là, et puis du coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment en faire un incontournable. En fait, tu vois, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui est incontournable, qu'est-ce qui est non négociable pour moi. Et là-dessus, il y a un gros boulot souvent de mindset aussi à faire. On est conditionné en tant que femme à beaucoup prendre soin des autres, à beaucoup écouter les besoins des autres, à beaucoup moins écouter les nôtres. Et je sais que pour beaucoup, et moi ça a été le cas, mais ça peut aussi être se dire ouais mais c'est un peu égoïste ou j'ai déjà pas le temps, je vais pas en plus, tu vas prendre du temps pour moi. Ben si en fait, parce qu'on n'est pas la même personne quand on fait ça. Oui, bien sûr, c'est important. Ouais, c'est là que je comprends totalement ce que tu dis par rapport au fait d'avoir tendance à écouter les autres avant soi. Je pense que c'est particulièrement présent quand on a une vie de famille, quand on a des personnes proches, quand on a son conjoint, quand on est en fait investi dans quelque chose et avec d'autres gens. Et on prend en compte aussi leurs besoins. Mais effectivement, s'écouter soi, ça permet aussi d'être soi-même épanoui et donc d'être meilleur aussi dans ses relations, dans son quotidien. Et aussi par rapport au sujet peut-être plus travail, c'est ce qui permet aussi quand on a sa soupape, quand on va faire son cours de danse par exemple, qui est hyper important. Pour d'autres, ça va être le sport, ça va être d'aller peut-être au cinéma ou au musée, mais qui sont des moments qu'on considère importants et qui nous nourrissent aussi et qui font que peut-être à titre professionnel, on sera aussi peut-être un peu meilleur, on aura plus de recul dans un job qui pourrait être très, très prenant, y compris d'un point de vue temps. Et c'est vrai que c'est peut-être une question aussi, justement, par rapport à l'entreprise, à son employeur, quand on est dans un cadre où on ne peut pas forcément décider comme on veut, ou en tout cas imposer comme on veut ce qu'on voudrait faire à côté. Donc, tu dis, il faut trouver ce qui est important pour nous et organiser autour de ça. Et dans une situation peut-être où on a un employeur ou un manager qui est un peu moins ouvert, comment est-ce qu'on peut en parler avec lui ou elle et amener quelque chose question super importante. Je voudrais juste te partager un dernier tips parce que j'avais eu une invitée qui était géniale, qui avait partagé un truc qui m'avait vraiment marqué, que je trouve génial. C'est Karine Baïd-Robien, qui est la co-dirigeante des éditions Le Duc, et qui partageait son astuce à elle. En fait, tous les vendredis, elle a une plage horaire qui est bloquée dans son agenda. D'accord. Avec un rendez-vous avec elle-même, dans lequel elle regarde sa semaine qui va arriver. Elle regarde les réunions, elle est vraiment indispensable, celle qu'elle peut déléguer. Elle inscrit dans le marbre ses rendez-vous avec elle-même, en fait. C'est les trucs dont elle a besoin, son sport, les trucs qui lui font du bien, ses rendez-vous avec ses copines. Enfin, en gros, tout ça, c'est planifié à l'avance. Et j'aime bien cette idée de rendez-vous avec soi le vendredi. Je trouve ça hyper concret, hyper aidant. Donc, je voulais juste partager ça en parenthèse. C'est régulier, il y a une forme de rituel qui est peut-être plus facile à intégrer soi-même et pour les autres aussi à comprendre et à respecter parce qu'en fait, c'est régulier, c'est tous les vendredis. Si c'est effectivement marqué dans le marbre, comme tu dis, il y a un côté aussi un peu important et clair dès le départ en fait du rendez-vous, quoi. C'est ça, c'est important au même titre que tout le reste. Ça a la même valeur. Et pour répondre à ta question sur la conversation avec l'employeur, je crois que c'est un vrai gros sujet en fait aujourd'hui parce que y a eu pendant très longtemps tous ces sujets-là on les gardait un peu pour soi et il n'était pas tellement en question d'en discuter avec son employeur. Ça change beaucoup. Moi qui travaille beaucoup avec les entreprises aussi, je vois à quel point les managers sont parfois désemparés pour avoir certaines conversations. Donc moi, je suis une fervente adepte de cette idée, de l'idée d'empathie pour soi, mais aussi d'empathie pour les autres, et de se dire, OK, qu'est-ce qui va dans cette conversation, qu'est-ce qui risque de poser problème, de mettre mon manager mal à l'aise, et d'avoir ça hyper clairement en tête, au même titre que la demande qu'on essaye d'exprimer. Mais d'approcher l'autre en se disant, OK, ma demande, elle va peut-être pas être simple pour lui ou elle à accueillir. Comment je peux lui faciliter les choses? Comment je peux lui faciliter les choses pour accéder à ma demande? Donc, c'est, par exemple, j'ai besoin un soir par semaine de partir vraiment plus tôt. C'est de lui exprimer mon besoin, d'exprimer pourquoi ce truc-là est important pour moi. Et voilà. Sans rentrer, c'est toujours la finesse sur ces sujets-là, sans rentrer dans trop de détails intimes. Ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, tu te retrouves dans une position un peu délicate. Moi, j'ai déjà eu en fait exactement ce cas-là d'avoir un besoin de temps
que je pouvais juste me consacrer à moi-même au cours de ma semaine et d'avoir essayé d'en parler. Et j'avais pas forcément envie d'expliquer dans le détail pourquoi, parce qu'en fait, la raison était simple, c'était j'en ai besoin et je considère que c'est une forme d'équilibre. Et donc, effectivement, je savais pas forcément comment m'y prendre et exprimer ce besoin tout en étant, sans non plus expliquer tout ce que je fais en dehors du travail et pourquoi ça déborde sur l'un ou l'autre. Oui. Et je trouve que c'est pas forcément simple. Non, c'est pas simple, mais c'est possible. Et je pense que, tu vois, en étant... en fait, tous ces sujets-là, ils sont complexes. Ils sont Ouais. pas... Pour autant, ils ne doivent pas ne pas avoir lieu, mais c'est des sujets complexes, c'est clair. Et tu le dis très justement, on n'a pas besoin d'exprimer tout le détail de sa vie intime à son employeur. En revanche, exprimer le besoin au niveau, voilà, et surtout se dire, OK, pourquoi ça risque de lui poser problème? Parce qu'il a peur d'un précédent, de se dire, bah, si je lui accorde ça à elle, tout le monde va me demander des trucs et je ne vais jamais m'en sortir. L'autre inquiétude, ça peut être et son boulot, comment je vais m'assurer que son boulot est fait. Donc, c'est le rassurer sur ce domaine-là, dire voilà ma feuille de route pour la semaine, voilà ce que je compte avoir accompli. Et puis, quitte à tu vois, faire un reporting peut-être un peu plus précis, je peux aussi lui proposer de tester des choses. Dire écoute, moi j'ai besoin de ça, je te propose que sur un mois on fasse le test et on évalue ensemble, toi et moi, on se met d'accord sur un certain nombre de métriques ou de manières d'évaluer si ça fonctionne ou pas. Et on en fait un sujet qui lie plutôt qu'un sujet qui oppose. Ok. Tu vois, vraiment pour se dire, c'est avec pas... avec une forme de collaboration dans le besoin que je t'exprime, les choses auxquelles j'ai déjà réfléchi comme solution potentielle à ce qui pourrait être un problème pour toi. Et en fait, pour que finalement ce dialogue, ce soit pas simplement j'ai besoin de plus de temps, mais j'ai besoin de plus de temps, j'ai conscience que ça peut être un problème pour telle et telle raison. Donc, ensemble, discutons de comment te rassurer, m'assurer moi-même que le travail soit fait, etc. Et avoir du coup, finalement, une vraie discussion là-dessus, sur le côté pratique de la mise en place. Exactement. Exactement. Attends, je vais rebondir sur un truc que tu viens de dire. Ouais, lui montrer que tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne, en fait. C'est parce que c'est vraiment ça. Et puis, petit à petit, la plupart des gens se rappelaient aussi que la plupart des gens, ils ont envie d'être aidants. Ils ont envie d'aider, ils ont envie que les autres autour d'eux se sentent bien. Donc c'est vraiment l'idée de l'approcher avec... tu parlais de bienveillance tout à l'heure, il y a un peu cette idée-là, mais cette idée de collaboration, comme tu dis, vers quelque chose qui arrange tout le monde. Alors, il y a des super outils, si c'est des conversations qu'on a peur d'avoir, mais il y a des super outils dans tout ce qui est communication non violente et tout ça, qui sont hyper utiles, de Marshall Rosenberg, qui sont vraiment chouettes, qui apprennent à poser son besoin, exprimer les choses sans que l'autre se sente, tu vois, un peu pris à partie ou attaqué ou mis dans acculé, etc. Voilà, mais il y a se sentent pas face à un besoin qui est exprimé comme ça, qui nécessite une solution sans concession, alors que finalement, peut-être qu'en ayant conscience d'avoir besoin d'un jour finir plus tôt pour une activité qui n'est disponible qu'à cette heure-là, on serait peut-être OK pour aménager éventuellement ses horaires ou, comme tu dis, avoir un reporting qui soit un peu plus précis sur la semaine et sur ce qu'on fait et notre état d'avancement, ce qui serait finalement un moindre effort pour nous versus ce qu'on y gagne à obtenir d'avoir ce temps pour soi. C'est ça. Et qui permet au manager de se sentir en confiance. Et oui, effectivement, je pense que dans la communication, dans la façon d'en discuter, dans la façon d'aborder le sujet, il y a peut-être des choses à faire pour que ça se passe bien et pour montrer tout de suite que l'objectif, c'est pas du tout d'être dans une confrontation, mais plutôt dans une discussion et trouver quelque chose qui convient, quoi. Exactement. C'est lui faciliter le travail pour lui permettre de dire oui, et en restant hyper souple sur la manière dont ça peut se faire et aussi sur les réajustements à imaginer, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, écoute, merci pour toutes ces pistes, c'est hyper intéressant. J'ai une question peut-être un peu plus personnelle pour toi, qui a décidé du coup, tu me le disais déjà un peu en off, et puis un petit peu dans cette introduction aussi, à titre personnel, avec ce que tu as vécu, il y a eu des moments où tu t'es posé la question de cet équilibre, et je sais que tu dis au début de ton podcast que justement, toi, tu as décidé de tout choisir, et tu nous parlais tout à l'heure en marketing, dans ce poste en marketing, le fait qu'on t'ait demandé, qu'on t'ait dit, en fait, qu'on t'ait fait la remarque que tu aurais pu choisir de ne pas prendre le poste. Donc, il y a cette notion de choix qui est hyper présente.
comment est-ce que toi, enfin, j'imagine que tu considères que tu as réussi. Comment est-ce que tu considères que tu as réussi à avoir pu tout choisir, justement? Ouais. Ça se traduit Écoute, comment ouais, concrètement, au quotidien. Ouais, Et écoute, c'est beaucoup d'apprentissage sur la redéfinition de ce que ça voulait dire pour moi, l'ambition professionnelle, ok. sur ce que voulait dire, sur les mots réussite, tu sais, qui sont réussite, ambition, tous ces mots-là qui sont hyper Ouais. chargés en fait Mm. en attente, en injonction, en définition prémâchée, qui ne me conviennent Ouais. pas forcément. Euh, et donc, ça a été d'abord tout ce travail-là qui est un travail de toute la vie, je pense aussi. Hein. C'est des sujets au long cours. Tu vois, il n'y a pas de Ouais. définition tranchée des choses. Mm. C'est l'humilité aussi de se dire, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibre d'un jour n'est pas celui du lendemain. Donc, Ouais. enfin, voilà, d'où la nécessité de rester hyper souple. J'ai appris à vachement m'écouter, en fait. Ok. Il y a un gros Ouais. sujet autour de ça. Et ça n'a rien de nombriliste ou d'égocentré, mais Ouais. c'est au contraire de se dire, en fait, bon, d'une part, c'est quoi toutes ces définitions pour moi, à quoi ça ressemble, la réussite pour moi, l'ambition pour moi. Et puis, comment est-ce que je m'assure de, au global, arriver à nourrir toutes les facettes qui sont importantes pour moi. Ça ne veut pas Ouais. dire que tous les jours, ça va être équilibré. Ouais. Ok. Tu sais, c'est comme les repas, on te dit toujours, c'est un repas en tant que tel, il ne doit pas être équilibré. Ben, c'est un peu pareil pour la vie, je trouve. Ouais. Tu peux avoir des semaines hyper charrettes au niveau boulot, mais parce que tu es sur des trucs que tu adores et tu es vachement Ouais. content et il n'y a aucun problème. Et dans ces cas-là, moi, je me pose toujours la question de, OK, derrière, comment je sais que mes enfants vont me manquer ou mon mari va me manquer ou mes copines Ouais. vont me manquer, j'aurais pas fait de sport, enfin, tous les trucs qui comptent. Ouais. Comment je m'assure que la semaine suivante ou le mois suivant, je puisse Mm. renourrir ces facettes-là. Ouais. Ouais, toujours Ouais, ce... il y a un équilibre mouvant, en fait, perpétuel. Et du coup, c'est peut-être pas rentrer dans quelque chose de très strict et de dire, si on continue sur l'histoire du créneau, en fait, de toujours devoir le conserver coûte que coûte, Ouais, mais plutôt avoir aussi une forme d'adaptation. Au fait que parfois, tu vas effectivement avoir une semaine où dans ton boulot, c'est ultra chargé et où en même temps, ça te plaît beaucoup, tu as envie d'investir dans ce projet spécifiquement. Et peut-être que ce jour-là, ça va sauter, mais tu feras en sorte que la semaine prochaine, tu aies bien ton créneau qui soit conservé, préservé, que tu puisses y passer du temps, que tu puisses voir tes amis et dans ce cas-là, peut-être un peu plus lever le pied sur le travail et continuer à rééquilibrer pour qu'il n'y ait pas de frustration qui s'accumule, du coup, j'imagine. ouais, c'est exactement ça. Pas de frustration qui s'accumule et en fait, je crois que la notion, enfin le vécu d'équilibre, il vient vachement du fait d'être aux manettes. C'est l'inverse du sentiment de subir les choses. Ok. Tu vois, donc en fait, c'est de se dire, ben ça, je l'ai Ouais. décidé en fait. Ça se passe comme ça parce que je l'ai décidé, Hmm. que ça me va. J'ai décidé de m'investir, j'ai Ouais. décidé de prendre ce poste parce que ça m'intéressait. Exactement. Mm. Pas parce que je pense qu'il faut que je fasse ça pour la prochaine étape de ma carrière ou pas parce que je Ouais. pense que c'est ce qu'on attend de moi, mais parce que je le fais parce que ça vient de mes tripes, que c'est quelque chose qui me porte, que j'ai envie de faire. C'est pas D'où toujours l'intérêt de se possible. poser, d'y Ouais, réfléchir exactement. et Après, de c'est pas voir toujours possible. Enfin, tu vois, ouais. il y a aussi ça demande aussi de se bouger. Enfin, il y a des périodes de la vie où c'est pas possible, il y a des périodes de la vie où on subit. La vie est pleine de situations qu'on subit. Ouais. Covid et plein d'autres choses, Mm. vraiment. La maladie, les proches, enfin, il y a des tonnes de situations qu'on subit. Et donc, l'idée, c'est, avec les situations voilà, telles qu'elles sont, c'est comment est-ce que je suis intentionnelle dans la manière dont j'utilise mon temps, Mm. voilà, c'est être le plus aux manettes possible, tout en Mettre de acceptant qu'il y a des choses qui l'intention vont. soi-même dans la gestion de son emploi du temps, de Ouais. ses activités. Ouais. Mm. Oui, du coup, ça demande d'être quand même assez, enfin, en fait, en permanence conscient de comment est-ce qu'on emploie son temps et son énergie Ouais. et de faire presque des points réguliers avec soi-même pour se demander comment on se sent, enfin prendre un peu ce moment de recul, de s'écouter, comme tu disais tout à l'heure, et se demander comment on se sent et de quoi on a besoin après. Ouais. Et dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air fatigant et un peu égocentré, mais c'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment arriver à ce niveau. Je crois que ça passe beaucoup par la connaissance de soi. Donc c'est aussi Ouais, tu vois, des choses qui viennent avec le temps.
Enfin, je sais pas, je sais que j'ai vachement changé en 4 ans là, depuis que j'ai quitté mon boulot et que je suis partie sur des rails totalement qui n'existaient pas, qui font hyper peur. Ça peut peut-être parler, je partage ça parce que ça peut peut-être parler à celles qui sont en reconversion. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner. L'entourage est inquiet. Enfin, c'est des périodes inconfortables parfois. Ouais. Pour autant, on apprend beaucoup, beaucoup sur soi et sur ses moteurs profonds. Et c'est des choses après qu'on garde et c'est des cadeaux précieux pour avancer. Ouais, totalement. Mm. Écoute, c'est hyper intéressant et je pense effectivement que ça intéressera aussi beaucoup nos apprenantes et puis de manière plus large les personnes qui peuvent nous écouter et regarder même en rediffusion. Si on parle un peu plus du côté entreprise maintenant, donc tu nous as dit que tu accompagnes aujourd'hui les entreprises dans justement la structuration, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas la mise en place d'actions pour pouvoir faciliter justement un équilibre des employés. Est-ce que tu pourrais nous donner des pistes sur justement en tant qu'employeur, comment est-ce que je peux créer des conditions pour que les personnes qui travaillent pour moi se sentent bien et restent aussi, parce qu'il y a un sujet de fidélisation finalement de ces employés avec le bien-être. Ce qui me... C'est marrant, j'écris pour le lab de Welcome to the Jungle, qui est un média RH pour lesquels j'écris des tribunes chaque mois. Et là, je viens de rendre ma dernière copie là, qui est en cours de relecture. Mais c'est un sujet que j'ai vachement exploré pour cette tribune-là, cette histoire de poser des questions. En fait, moi, je suis souvent frappée de voir à la fois la très bonne volonté. Enfin, tu vois, les gens qui viennent vers moi, c'est qu'a priori, c'est des sujets qu'ils ont déjà pris, qu'ils prennent en main. Où ils se disent, OK, on a envie de s'investir là-dedans, on sait que c'est un sujet. Et souvent, je suis frappée de voir toutes les bonnes intentions et la difficulté à aller demander aux gens ce dont ils ont besoin. Tu sais, en fait, très souvent, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein, mais même, tu vois, dans ta relation dans ton couple, avec tes amis, tu fais un truc en te disant, bah, ça va lui plaire ou ça va être bien pour cette personne, et puis en fait, tu tombes complètement à côté de la plaque parce que tu as pensé à sa place, en fait. Ouais, en fait, tu es bien intentionné, mais il n'y a pas eu avant de questionnement sur de quoi l'autre a besoin finalement. Et c'est pareil en entreprise, du coup, c'est marrant. Ouais, je constate ça assez souvent. Tu vois, je leur dis, par exemple, il y avait des prospects qui m'avaient contacté en me disant, voilà, on va adresser le sujet de la parentalité en entreprise. Donc, on a mis en place ça. Et je dis, ah, ok, très bien. Et est-ce que vous leur avez demandé ce dont ils avaient besoin? Parce que parfois, elles se lancent, les entreprises, dans des programmes hyper coûteux, hyper sophistiqués, tu vois, de place en crèche. Enfin, tout ça, c'est très, très bien. Je dis pas. Mais parfois, ça passe par des choses mais bêtes, mais simples. Juste accorder aux gens le fait de pouvoir quitter le bureau à 16 heures un jour par semaine pour aller chercher leur gosse. Le côté parentalité. Mais ça peut être rendre très visible le fait que c'est absolument OK d'aller faire du sport sur sa pause déj. Parfois, on part de loin. Tu vois, ça peut paraître dans certaines entreprises, mais ça l'est pas partout. Et en fait, juste d'avoir cette conversation, d'avoir l'humilité et de dire, OK, de quoi vous auriez besoin pour être bien. C'est quoi les sujets qui se posent à vous? Et en fait, c'était intéressant. Je suis tombée il n'y a pas longtemps sur une étude qui dit que ces questions qui sont parfois délicates, en fait, je parlais tout à l'heure tu vois, de la gêne que je peux ressentir parfois chez les clients et chez les managers à aborder certains sujets dont on se dit, ouais, mais ça va mettre les gens mal à l'aise. Mais au final, ça met beaucoup plus mal à l'aise la personne qui pose la question que la personne qui la reçoit. Évidemment, c'est pas tu as prévu d'avoir un enfant. Je parle pas du tout parce que je parle de sujets vraiment comment tu vis la période, comment ça se passe pour toi, est-ce que tu arrives à t'organiser, qu'est-ce qui est difficile pour toi, comment je peux t'aider, des questions toutes simples. Et tu saurais dire pourquoi ce malaise justement de la part des managers à poser la question? Est-ce que ce serait parce qu'ils n'ont pas nécessairement les billes pour réagir à quelqu'un qui dirait justement ça ne me convient pas ou c'est une période difficile? Est-ce que ce serait peut-être aussi simple que ça? Je pense que ces questions-là, on est content de les recevoir en général. Absolument. On est vachement content de les recevoir et on les reçoit souvent assez peu en fait. Et effectivement, comme tu dis, Morgane, je pense qu'il y a beaucoup de ça, de se dire qu'est-ce que je vais faire de l'info que je vais recevoir en fait. Et s'il me dit qu'il ne va pas bien, qu'est-ce que je fais? C'est un peu cette peur-là. Le fait aussi, parfois, la peur d'ouvrir une boîte de Pandore et
vois, c'est un peu lié à ça. Et puis aussi, tout simplement, manque de temps, les managers, là, c'est compliqué pour eux en ce moment, hein, avec tout ce qu'ils font, avec, tu vois, quand tu lis un peu les baromètres et que tu échanges avec eux, c'est vraiment une période qui a été difficile pour les managers. D'où l'idée, ça rejoint l'idée de tout à l'heure d'être proactif aussi en tant que salarié. S'il y a des sujets, c'est d'aller les aborder, en fait. En fait, j'aime bien parler de ça, de dire aider les gens à nous aider. Tu vois, c'est pas être très passif en se disant c'est évident qu'il n'a qu'à voir que ou machin. Non, en fait, c'est évident pour pas être uniquement dans l'expectative et peut-être parfois poser le sujet sur la table, oser en parler, apporter Enfin, en fait, mettre des mots sur quelque chose qui est peut-être ressenti, mais qui n'est pas abordé dans la relation manager. Oui, tout à fait. Donc là, je me suis remis côté salarié, mais si je me remets côté employeur, donc c'est avoir le courage, l'audace peut-être d'aborder certains sujets en individuel ou même en collectif, de dire, de partager aussi ce qui se passe pour soi. Ma sœur, elle travaille en Australie et elle m'a partagé des initiatives de son employeur. Elle travaille dans une start-up fondée par 2 femmes assez exceptionnelles et qui partagent leurs propres difficultés. Là, il y a eu toute une journée ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets-là, mais de santé mentale au travail, il y a de quoi s'inspirer. Et là, elles organisaient une matinée sur Are you okay? Vraiment, est-ce que vraiment ça va? Et en partageant, les sujets sur lesquels elles étaient en difficulté, le fait qu'elles aussi, elles allaient voir un psy régulièrement, il y avait pas de sujet en fait. Et donc, de normaliser certaines conversations. Ça demande vachement de courage, en France en particulier, parce qu'on est très pudique. Il y a des cultures plus ou moins pudiques en France, on cache beaucoup. Oui, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore trop avancé. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés là-dessus. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu à Londres et au UK, où c'est vrai qu'on en parle aussi beaucoup de la santé mentale, où il y a beaucoup de communication et donc de banalisation en fait, du sujet, du fait de vouloir prendre soin de soi, de parfois pas y arriver tout seul et avoir une forme de besoin d'aide, que ce soit psychologique, que ce soit juste du soutien même familial ou amical. La communication est de manière générale un peu facilitée juste parce que on en parle facilement. Et c'est vrai que je me dis en entreprise, le fait que potentiellement les managers au-dessus de soi expriment eux-mêmes qu'est-ce qui est compliqué pour eux en ce moment, sans forcément que ce soit d'ordre ultra personnel, mais ne serait-ce que partager en quoi l'organisation de l'équipe en période Covid avec tout le monde à distance, c'est un challenge et c'est compliqué. Ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu la parole et de laisser place un peu à ce que les autres s'expriment. Et j'imagine aussi que dans ce que tu dis, du fait de peut-être commencer par aller poser la question aux gens de savoir de quoi ils ont besoin et comment ils vont, peut-être que d'expliciter sa démarche et justement d'expliquer le fait que la question est posée déjà, premièrement, pour savoir comment ça va et deuxièmement, pour peut-être mettre en place des mesures qui permettent un meilleur bien-être. Finalement, c'est une très bonne intention. Donc, il n'y a pas de raison que la réponse soit pas... que les questions ne soient pas bien reçues et que ça n'engage pas un dialogue positif, quoi. Oui, tout à fait. Cette question, en fait, la question, pour commencer, toute simple, c'est comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et à partir de là, on peut avoir des conversations hyper importantes. Et donc, en fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'était qu'il partageait ça, donc cette gêne qu'on a plus quand on est de celui qui pose la question. Et donc, en fait, la conclusion, c'était la quantité d'informations qu'on se prive de connaître par gêne, en fait. C'est terrible parce que... Voilà, il y a plein de... Et puis on pourrait se rendre compte aussi du fait qu'on a finalement plusieurs personnes qui remontent le même besoin, qui est, comme tu dis, qui est parfois une chose bête ou en tout cas simple à mettre en place peut-être, qui finalement gênerait personne, coûterait rien à personne ou à l'entreprise au sens même plus coût, et en fait qui permettrait un meilleur bien-être, aux personnes de se sentir écoutées. Donc il y a pas mal de choses. Est-ce que toi, tu as des exemples, du coup, là, soit d'entreprises avec lesquelles tu as travaillé ou d'échos que tu as pu avoir, de sociétés qui ont réussi à mettre en place des mesures actives comme ça qui permettent de bien concilier la vie professionnelle, la vie personnelle de leurs salariés? En fait, il y en a plein. Je n'ai pas de nom précis qui me viennent en tête, mais il y en a plein. Et de plus en plus, en fait. De plus en plus, je trouve que ça devient un sujet vraiment abordé. Ouais, c'est hyper bon signe. C'est hyper bon signe. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir ces conversations, même côté salarié. Tu vois, quand
d'aller exprimer ses besoins et de dire, tu vois, il y a telle chose qui a été mise en place, mais dans les faits, c'est pas pratiqué. Donc, comment est-ce qu'on pourrait changer la conversation autour de ça ensemble? Enfin, c'est d'être super proactif autour de ça. Je pense qu'on a tous, à titre individuel, un rôle à jouer dans la culture. On ne peut pas, sans non plus tomber dans le côté trop responsabilisant et presque un peu culpabilisant on peut tout faire à Quand en main, et tout ça, machin, c'est pas ça. Mais en tout cas, de se dire, en fait, rien que de la manière dont on se comporte et ce qu'on apporte, on envoie des signaux et on autorise les autres à faire. Enfin, moi, je le vois beaucoup avec le podcast, à quel point, en fait, d'entendre tu vois, les histoires des autres et de voir les autres faire, ça libère des choses incroyables. J'avais discuté une fois avec quelqu'un qui m'avait contacté sur LinkedIn. C'est super intéressant, juste pour échanger comme ça. Et puis, il me disait qu'il rentrait d'Allemagne et qu'il était hyper choqué des entreprises françaises. Parce qu'en Allemagne, il y a plein de sujets qui n'en sont pas, notamment autour de la parentalité. Et des horaires et tout ça. Enfin, tout le monde s'en fiche. C'est même pas que tout le monde s'en fiche, mais c'était là après 17 h, on se dit que soit tu n'as pas envie de rentrer chez toi, soit tu es hyper mal organisé. Enfin, c'est pas très bon signe. On est carrément dans un autre état d'esprit. Complètement. Au-delà même juste du fait de pouvoir en parler librement. Et c'est carrément un autre état d'esprit. Ouais, c'est un autre état d'esprit. Et donc, il me racontait qu'il avait pris un poste de management dans une boîte en France et que il avait spontanément, il s'est dit, je vais continuer ce que je faisais en Allemagne. Et petit à petit, donc il partait à 17 h. Et petit à petit, il a vu que les gens commencent à faire comme lui et qu'en fait, ça a posé de problème à personne. Ça a pris, en fait. Ça a pris. Et les travails étaient faits et les gens étaient bien. Enfin, tu vois, en fait... Bon, parce que de toute façon, il y a un sujet d'efficacité. Il y a d'autres pays dans lesquels les horaires sont quand même moins importants que ce que tu peux faire dans des grosses sociétés en France. Et pour autant, les gens travaillent aussi, la société avance. Il n'y a pas non plus une perte d'efficacité incroyable sur les 2 dernières heures de la journée. Non, au contraire. Oui, voilà, justement, il y a peut-être une question sur à quoi ressemble ta productivité au travail finalement quand tu peux partir tôt et que tu peux faire autre chose à côté, que tu peux te reposer, que tu peux profiter de tout ce qui compte pour toi versus le fait de rester peut-être juste pour l'heure, ce qu'on peut retrouver parfois dans certaines sociétés françaises. Mais en tout cas, c'est une bonne chose et c'est bon signe si ça change un peu. Si tu as des entreprises qui te contactent aussi pour justement être accompagnées là-dessus. Il y a même des grosses boîtes qui testent des trucs hyper innovants. Tu vois, je crois que c'est Unilever qui teste la semaine de 4 jours. Ah ouais. Je crois que c'était c'est en Australie, évidemment. En Nouvelle-Zélande, je ne sais pas chez nous, en tout cas. Mais dans l'idée de déployer ça de manière beaucoup plus large. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils testent. Ok. Hyper intéressant. C'est intéressant de voir ce que ça donne, effectivement, la semaine de 4 jours. Est-ce que, peut-être, petite question qui pourrait intéresser nos apprenantes et les développeurs et développeuses en général, il y en a certains qui travaillent en tant que freelance. Et donc, du coup, là, c'est encore toute une autre organisation parce qu'on est maître de son temps. On s'organise, on choisit les missions qu'on fait, qu'on ne fait pas et on s'organise dans notre temps. Est-ce que là-dessus, tu aurais quelques conseils pour justement garder le cap une fois qu'on se l'est fixé? Alors, j'ai envie de... Il y a quelqu'un qui est un peu mon gourou, mon mentor dans la littérature professionnelle, sur les organisations et tout, c'est Seth Godin, que vous connaissez peut-être. Seth Godin, qui est un Américain qui travaille vachement sur le marketing, mais qui s'intéresse beaucoup aux organisations au sens plus large aussi. Et j'adore ce qu'il dit, parce c'est un grand fanat de freelance et il trouve... Voilà, c'est quelqu'un qui promeut vachement... l'entrepreneuriat et le freelancing, etc. Et il dit, le problème quand tu es freelance, c'est que tu as le pire boss du monde, c'est toi. Et en fait, je trouve ça hyper aidant cette remarque, parce que tu es là, mais oui, en fait, je peux décider d'être un bon boss pour moi, tu vois. Et je suis pas obligée de très mal me traiter, de me parler hyper mal, d'avoir des exigences folles, voilà. Demander toujours plus. Alors que j'ai décidé d'être mon propre boss. Dans justement la foulée de peut-être ce livre-là, cette lecture que tu cites, est-ce que tu aurais d'autres sources ou recommandations de lecture, de conférences sur le sujet pour les personnes qui voudraient s'intéresser un petit peu à ça? Tu nous parlais tout à l'heure du cercle des valeurs. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra regarder.
Ouais, carrément. Il y en a plein, plein. En fait, j'en partage énormément. Là, de tête, il y en a un auquel je pense que je vais te citer, mais après, j'en partage beaucoup dans ma newsletter et dans mon podcast et sur mon fil Insta. Donc, parce que je lis beaucoup de choses. Après, c'est pas des sujets qui touchent forcément directement l'équilibre de vie, mais c'est des sujets qui gravitent autour de ces sujets-là. Et donc voilà. Mais après, il y a un bouquin, je pense, qui pourrait être vachement intéressant. Notamment pour les personnes qui sont en reconversion, c'est le livre de Alexia Colson-Duparchi qui s'appelle « De l'art d'envoyer valser sa carrière ». Alexia, c'est une amie, je l'ai eu dans le podcast, c'est aussi ma coach, parce que ça, c'est un truc hyper, je trouve, quand on est freelance aussi ou entrepreneur, c'est se faire accompagner, c'est quand même précieux, parce que être seul aux manettes tout le temps, c'est une liberté incroyable et c'est aussi vertigineux parfois et très lourd. C'est chouette d'avoir aussi quelqu'un avec qui échanger, qui peut te montrer d'autres angles, qui t'accompagne. Qui te permet de prendre du recul aussi. Complètement, de devenir un meilleur boss pour toi-même. Et en fait, Alexia, elle a écrit ce livre, c'est 35 portraits de personnes en conversion qui se sont reconvertis, des gens célèbres et des gens beaucoup moins célèbres. Et en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a toutes sortes de parcours, il y a des hommes, des femmes, plein d'âges différents. Et c'est très dans la réalité, tu vois, la reconversion, on en parle vachement en ce moment, et il y a un côté un peu romantique de c'est génial, je suis libre, nanana. Mais c'est aussi compliqué parfois, inconfortable, les relations avec l'entourage, avec soi. Et en fait, elle va vraiment chercher la réalité de ce que ça représente. En même temps, c'est hyper joyeux et léger. Ce bouquin est génial. Je le recommande vraiment. Super. Merci pour cette recommandation. Ça a l'air hyper intéressant. Je pense que sur la reconversion, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette forme de certitude de ce dont on ne veut plus, qui était ce qu'on faisait avant. Il y a un peu soit un trou vertigineux de ce qu'il y a après, soit un espèce peut-être de fantasme un peu ou d'idéalisation de ce qu'on pourrait trouver. Et il y a un moment aussi où c'est important de se raccrocher au concret de ce que c'est, et peut-être effectivement d'avoir des témoignages de personnes qui le vivent. Ça permet de se projeter, juste de se rassurer que oui, il y a des hauts et des bas, que parfois c'est difficile, qu'on se pose des questions peut-être en permanence. Et ça, je pense que ce sera hyper intéressant comme recommandation. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions. Du coup, je vois qu'on a Camille et Salomé qui sont connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Marquez-les peut-être dans le chat. Et on pourrait prendre un petit temps pour y répondre du coup. Et si... Merci Camille. C'est très clair, j'ai hâte d'écouter le podcast Les Équilibristes qu'on recommande fortement. Écoute, merci beaucoup Sandra pour cet échange. Avec plaisir. Hyper intéressant. Et puis, bonne continuation. Je recommande aussi ton podcast Les Équilibristes. Et puis, j'espère que les recommandations que toi, tu as données seront aussi utiles à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regarderont après en rediffusion. Merci à vous pour l'invitation. C'était super d'échanger avec toi, Morgane. Merci. Super, merci à vous qui étiez connectés. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée.